bonjour. Dans Santé Plus, aujourd'hui, nous recevons le docteur Sylvie Royan-Parola, présidente du réseau Morphée et psychiatre spécialisée dans le sommeil. Bonjour docteur. Bonjour. Nous aurons également le témoignage à distance du docteur Olivier Dubois, qui est psychiatre et qui est directeur des cliniques psychiatriques et de l'établissement thermal de Saujon, en Charente-Maritime. Bonjour docteur. Bonjour madame. Et bien sûr, bonjour Bernard Volker. Bonjour madame. Bonjour docteur. Vous avez donc participé, docteur, au congrès du sommeil. C'est un congrès qui a lieu tous les ans. Cette année, c'était à Lille et c'était du 24 au 26 novembre. Quels ont été pour vous les principaux enseignements de ce congrès ? Déjà que le monde du sommeil est très très actif et qu'il y a eu beaucoup de communication, de publications et d'informations qui a circulé autour du sommeil, où l'on voit que le sommeil, ça devient vraiment une priorité de santé publique parce que ça va toucher tous les champs de la médecine en fait, de la cardiologie à la psychiatrie, en passant par tous les troubles métaboliques, parce que ne pas dormir, on commence à connaître très précisément les conséquences de cette insuffisance de sommeil ou de ce mauvais sommeil. Et là, les travaux qui étaient relayés montraient encore que, effectivement, ça va fortement impacter non seulement notre mode de vie, mais aussi notre santé, et notamment dans cette période de Covid qui a été et qui est encore très particulière, où l'on a vu au fur et à mesure des confinements des modifications du sommeil qui ont été mesurées, élaborées, enfin avec des questionnaires. Alors, qu'est-ce que c'est que le réseau Morphée ? C'est un réseau de praticiens ou d'insomniaques ? Non, c'est un réseau de spécialistes au service des gens qui dorment mal, des insomniaques, mais pas que. Il y a aussi des gens qui ont des apnées du sommeil, il y a des gens qui dorment trop. Et notre rôle, c'est en fait de pouvoir aider les gens à trouver le bon circuit, le bon médecin, le plus proche de chez lui, bien sûr. Et il faut dire qu'on a beaucoup de travail avec beaucoup de dossiers qui arrivent, qu'on examine, et les médecins coordinateurs vont ensuite dispatcher les gens pour arriver à avoir une prise en charge la plus efficace. Il y a tout un travail de prévention aussi et d'information avec un site qui est très riche en informations, tant pour l'adulte que pour l'enfant. Comment s'appelle le site ? Le réseau Morphée, réseaumorphée.fr. Docteur Dubois, vous aussi vous intervenez sur le sommeil, puisque est-ce que vous avez constaté, comme le docteur Sylvie Royan-Parola, davantage de patients qui viennent suivre les cures à Saujon, et quel type de personnes sont-elles ? Nous, en général, si vous voulez, les cures thermales, ça s'adresse à des personnes, en santé mentale, parce qu'il n'y a pas que les cures thermales en santé mentale, il y a aussi des cures thermales en rhumatologie, mais nous, on est spécialisé dans la santé mentale, dans les troubles du sommeil, les troubles anxieux, les dépressions réactionnelles, et dans toutes ces pathologies, on a des troubles de sommeil. Vous voyez, c'est quelque chose de très très banal. Le stress, l'anxiété se traduit presque toujours par des difficultés d'endormissement ou par des réveils nocturnes, et c'est une plainte récurrente qui entraîne de la fatigue, qui entraîne de l'épuisement, des troubles de concentration, des difficultés au travail. Et donc, ces personnes arrivent en situation de souffrance et ont besoin de ce temps de cure pour finalement retrouver un accès à une certaine normalité, à un état d'équilibre qu'ils avaient auparavant. Et c'est vrai qu'avec le Covid, on a vu énormément de demandes supplémentaires parce que finalement, la cure est très adaptée à cette situation d'anxiété chronique. Pas grave, finalement réactionnelle, plus réactionnel que profondément pathologique, mais en réalité à l'origine d'un état de souffrance important. Docteur Sylvie Royan-Parola, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces personnes qui viennent en cure ou des gens qui viennent en consultation chez vous ? Qu'est-ce qui se passe pour expliquer que ces gens n'arrivent pas à dormir ? C'est compliqué. Ne pas dormir, c'est souvent lié à un hyper-éveil, une espèce de réaction un peu de mise en alerte, un peu comme une sentinelle qui reste aux aguets et qui n'arrive pas à justement passer ce cap
du sommeil. C'est-à-dire que cette transition entre l'éveil et le sommeil se fait mal, ou alors il y a des gens qui s'endorment et qui se réveillent. Mais derrière, il y a toujours une hyperactivation du système nerveux central, souvent liée à de nombreuses mauvaises habitudes, entretenues par le fait que quand on commence à mal dormir, on met en place des stratégies que l'on croit bonnes et qui sont en fait généralement contre-productives. C'est-à-dire, par exemple, l'insomniaque qui se dit « il faut absolument que je dorme ». Donc déjà, c'est une injonction qui est difficile parce que quand on n'y arrive pas, on s'énerve encore plus. Mais il va essayer d'anticiper toutes les situations, il va pouvoir dormir plus. Donc il va se coucher plus tôt, il va rester au lit plus tard s'il peut le matin pour rattraper un peu du sommeil. Et du coup, il passe énormément de temps dans son lit et donc le sommeil, de toute manière, ne pourra pas occuper tout cet espace de temps passé au lit, et du coup, il augmente le fractionnement du sommeil. Ça, c'est un exemple, par exemple. Donc nous, on sera là pour arriver à comprendre comment il va manager, enfin, comment il a amélioré, comment il a plutôt, pas amélioré, parce que justement, il est là. Comment il a géré jusqu'à présent son sommeil, pour lui donner des outils qui, petit à petit, vont pouvoir lui permettre de modifier ses habitudes et d'augmenter l'efficacité du sommeil. Alors, il y a une enquête de janvier de cette année qui montre que les 2/3 de la population française se sont plaints des troubles du sommeil pendant la période de confinement. Et pourquoi les Français ont-ils perdu le sommeil, si j'ose dire ? En fait, il y a eu plusieurs confinements et selon les confinements, ça n'a pas été exactement la même chose. Mais ce qu'on a vu globalement, c'est que déjà, lors du premier confinement, il y avait vraiment une anxiété importante. Comme le disait le docteur Dubois, il y a vraiment eu un stress. Enfin, ce premier confinement a été un peu... c'était un coup de tonnerre dans un ciel qui était plutôt serein jusqu'à là. Et là, il y a eu vraiment des réactions un peu de panique, avec des réactions de renfermement, bien sûr, parce qu'on nous confinait, mais aussi de protection, enfin, d'essayer de se protéger de cet environnement qui devenait tout à coup hostile. Et là, le sommeil est extrêmement réactif, hein, comme dans toute problématique de la vie où l'on a affaire à quelque chose qui est plutôt lourd en termes d'agression. Eh bien, le sommeil soit va être difficile à obtenir, soit va se fractionner. Et ce qu'on a vu lors de ce premier confinement, ça a été que les gens se sont décalés progressivement. Ils s'endormaient de plus en plus tard, se réveillaient de plus en plus tard et avaient un sommeil plutôt fractionné et non satisfaisant. Après, au fur et à mesure des autres confinements, on a vu des changements d'habitude vraiment se faire. C'est-à-dire que, globalement, comme il y avait moins de restrictions, plutôt de restrictions, de limitations, en fait, lors des horaires, notamment le matin, il y avait des gens, il y a eu beaucoup de télétravail, il y avait des gens qui sont restés chez eux sans travailler, et du coup on a vu vraiment des gens qui ont modifié leurs habitudes, se couchant plus tard, se levant plus tard, ce qui pour certaines personnes était plutôt mieux, mais pour d'autres a contribué à fragiliser un peu le sommeil, avec des choses positives parfois, hein. Les gens étaient moins somnolents dans la journée parce qu'on a vu globalement que qu'un certain nombre de gens dormaient plus qu'en temps normal, et ce qui montre bien que quand on a, notamment en région parisienne, un temps de transport qui est vraiment important, on va prendre sur son sommeil pour prendre du temps, mais au détriment, bien sûr, de sa qualité de vie et de son efficacité le lendemain. Donc ça a été assez compliqué, les modifications. Pour vous, docteur Dubois, est-ce que les patients, parce que c'est des patients ou les personnes que vous recevez en cure thermale, est-ce que lorsque la cure a réouvert, est-ce qu'il y a eu un changement? C'était des gens différents de ceux qui venaient, qui ont habituellement des problèmes de sommeil après ces confinements? Oui, alors, vous savez, c'est toujours à peu près quand même les mêmes problématiques. Tout ça, c'est quand même des choses qui sont bien connues, hein, parce que c'est pas d'aujourd'hui que les troubles du sommeil apparaissent. Les troubles du sommeil, le sommeil, comme le disait Mme Parola, c'est vrai que le sommeil, c'est quelque chose de très fragile, hein.
un peu d'anxiété, une appréhension de la journée à venir, des souvenirs passés, une date anniversaire, des événements extérieurs peuvent vraiment perturber notre confiance, notre sérénité. Et le sommeil est un des éléments de notre constitution, de notre organisation psychologique qui est le plus vite perturbé et qui d'ailleurs entraîne un peu à la suite plein d'autres perturbations, puisque je parlais tout à l'heure de la concentration, de l'augmentée des angoisses. Quand vous dormez mal, vous êtes angoissé, ne serait-ce que parce que quand vous vous réveillez, vous avez un sentiment de ne pas être bien, d'une part parce que vous avez peut-être un peu d'angoisse en fin de nuit, qui vous a réveillé aussi, peut-être aussi parce que vous vous rendez compte que votre état n'est pas optimal, donc ça vous inquiète sur la journée à venir. Et donc on est très très vite dans des cercles vicieux. Et vous savez aussi que quand vous avez tendance à mal dormir, vous avez tendance aussi à vous obsessionnaliser sur l'environnement du sommeil, c'est-à-dire l'oreiller, le lit, vous commencez à avoir des rituels, et ces rituels, au lieu de vous détendre, évidemment, finalement, viennent en quelque sorte démontrer que vous êtes dans une tension, et ils accentuent, ils favorisent. C'est pour ça d'ailleurs que l'extraction du milieu de vie est sans doute un élément favorable quand le sommeil devient un peu obsessionnellement mauvais, hein, quand on n'arrive pas par des techniques simples, par de la relaxation, par de la... Voilà, et bien sûr, quand on doit éviter l'injonction dont parlait Madame Royan-Parola, c'est-à-dire qui est totalement contre-productive. Hein. Plus on va dire à quelqu'un arrêtez de dormir, endors-toi, plus on est sûr qu'il ne s'endormira pas. Hein. Plus on veut dormir et moins on y arrive, ce qui est un peu vrai dans tout ce qu'on fait dans la vie d'ailleurs. Voilà, on a besoin quand c'est trop compliqué, quand c'est difficile, quand il y a une résistance, quand on voit que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, que la psychologie, que la relaxation ne fonctionne pas, on a besoin de trouver d'autres méthodes. Et pour éviter qu'un état se dégrade, il faut que le sommeil revienne. C'est un des fondements les plus importants pour permettre à une personne de retrouver rapidement un état d'équilibre. Et dans le cas des cures, d'ailleurs, ce qui est assez extraordinaire, c'est que le sommeil, c'est ce qui revient en premier, généralement. C'est ce qui, l'angoisse et le sommeil sont les deux facteurs sur lesquels on agit le plus vite. Et on s'aperçoit que dès que l'angoisse est à peu près maîtrisée et que le sommeil est un peu réduit, eh bien, on s'aperçoit que très très vite, les symptômes après s'améliorent. Et je le dis toujours, et c'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement dans le cadre d'une étude que je mène avec quelques universitaires. Nous, on est convaincus que tout est une question de lâcher prise. Si on arrive à lâcher prise, si on n'est plus dominé par son angoisse, par sa peur, eh bien, tout lâche, c'est-à-dire tous les modes de résistance, les modes de défense qu'on met en place quand on a peur, quand on est inquiet, que ce soit le Covid, le travail, les problèmes des enfants, etc. On est parfois pris dans des enjeux personnels, environnementaux, affectifs, qui font qu'on est dépassé, on est dominé par sa peur, et sa peur vous empêche d'accéder à cette notion de lâcher-prise thérapeutique. Et donc nous, on essaie de faire en sorte que ces patients puissent accéder à ce niveau de détente qui leur permet en premier de lever le sommeil et les troubles du sommeil, et en second de voir leur état s'améliorer considérablement. Docteur, c'est vrai, c'est peut-être aussi l'idéal d'être extrait de son environnement et de faire une cure, mais tout le monde n'a pas cette possibilité, et il y a aussi d'autres aides au sommeil, donc notamment les somnifères. Alors docteur, pour ou contre les somnifères? C'est pas aussi dichotomique que ça, c'est-à-dire que les somnifères, c'est un outil, enfin ce sont des outils, et qui ont un intérêt à certains moments, parce que ça va permettre, chez des personnes qui sont en grande détresse, qui n'arrivent pas à s'endormir, ou qui ont un sommeil qui est extrêmement fractionné la nuit, de pouvoir ou s'endormir et dormir jusqu'au lendemain, ou continuer leur nuit. Et ça, c'est très important, parce que ce qui est vraiment fondamental, c'est le sommeil, c'est de pouvoir arriver à faire cette coupure entre l'éveil, entre l'éveil jusqu'au soir et jusqu'au lendemain matin. Il faut vraiment que cette période entre 23h et 7h soit vraiment une période où on arrive à accéder
à cet autre monde qu'est le sommeil, parce qu'il se passe plein de choses pendant le sommeil. Et même si cette induction doit être médicamenteuse, à certains moments, ça permet de s'apaiser. Et ce qu'on observe en effet, c'est que quelqu'un qui ne dort pas du tout pendant des nuits et des nuits va avoir progressivement un niveau d'anxiété qui va augmenter et va aussi avoir des idées qui vont être très noires et qui pourront favoriser, sur certains terrains tout au moins, l'apparition d'une dépression. Donc le somnifère a un intérêt au départ, mais ensuite, c'est un produit qui va pouvoir, une fois que les choses se sont un petit peu calmées, pouvoir être diminué progressivement. Et la bonne utilisation des somnifères maintenant, dans les recommandations, c'est une utilisation courte. Par contre, des thérapies qui vont apparaître, qui vont pouvoir être des supports, comme les thérapies comportementales et cognitives, vont permettre à des gens qui ont une insomnie chronique d'arriver à apprendre et à composer avec leur sommeil pour ne plus être dans cet état de détresse. Et puis, il y a des techniques de relaxation, de méditation, qui sont aussi autant de petits moyens qui vont pouvoir aider. Et en fait, la prise en charge de l'insomnie, c'est la conjonction de tout ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une seule technique, on fait plein de techniques en même temps. Et puis, quand les gens prennent des somnifères pendant trop longtemps et ne sont pas en forme, parce que c'est ça le problème, c'est que souvent le somnifère perd son efficacité, eh bien on va être justement pour essayer de trouver ces autres techniques alternatives et permettre aux gens de retrouver une certaine sérénité. Alors, en tant que représentant des insomniaques ici, je trouve quand même qu'il y a une certaine stigmatisation des hypnotiques. Comment l'expliquez-vous ? C'est toute l'histoire des hypnotiques. Hein. Dans les années 60, on considérait que c'était des bonbons, ou pratiquement, et les médecins apprenaient symptômes insomnie égale prise d'hypnotique. Et moi, quand j'ai commencé ma médecine, je voyais des gens qui prenaient 3 ou 4, parfois même plus, de comprimés pour dormir le soir. Chose qui est exceptionnelle maintenant. Et on voit des gens qui prennent un seul somnifère, parfois trop longtemps, c'est vrai, mais la plupart les prennent sur des courtes périodes. Donc je trouve qu'on va plutôt sur une amélioration, disons, de la prise en charge de l'insomniaque, et que cette consommation excessive, elle est maintenant réduite à un petit nombre de gens. Après, il faut pouvoir mettre en place des solutions alternatives, et elles n'existent pas partout, malheureusement. Les thérapies comportementales et cognitives ne sont pas accessibles n'importe où. Et donc, il faut trouver, disons, les bons arguments, mais pas culpabiliser les gens. Je pense que ça... D'ailleurs, dans les recommandations européennes de prise en charge de l'insomnie, quand il y a un échec des thérapies comportementales ou quand il n'y a pas la possibilité pour le patient, quelle que soit la cause, d'accéder ou de faire ces thérapies comportementales, les hypnotiques restent une solution. Après, quand on est dépendant, donc on l'a vu avec le docteur Dubois, il y a aussi des cures qui permettent de réduire cette dépendance tout à fait. aux médicaments. Mais les vrais dépendants aux somnifères, avec vraiment une augmentation de dose, on en voit très peu maintenant. Mais c'est vrai que là, des cures comme celles qui sont faites à Souzon permettent de ce travail de désensibilisation, souvent aussi parce qu'en plus, les gens sont dans un environnement qui est bien sûr un peu plus cocooning qu'à la maison. Il n'y a pas tous les problèmes de stress du travail, puisque quand on s'arrête, on peut aussi lâcher un peu. Donc c'est un moment favorable, bien sûr, pour arriver à commencer la baisse de médicaments. Alors tout à l'heure, vous avez parlé des conséquences de l'absence de sommeil, en particulier du point de vue cardiologique. Il y a des maladies qui sont vraiment entraînées par l'absence de sommeil ? Alors, dans l'insomnie et le fractionnement du sommeil ou le sommeil insuffisant, la corrélation en cardiologie, c'est essentiellement l'hypertension. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus d'hypertension artérielle chez les insomniaques avec sommeil fractionné que dans la population générale. Donc, il y a un vrai lien cardiologique. Ensuite, après, c'est surtout des problèmes d'insuffisance de sommeil. Et vous avez des insomniaques qui ont un sommeil, somme toute, à durée conservée, même s'il est fractionné. Et puis, vous avez des insomniaques qui ont réellement une privation de sommeil.
notamment dans la dépression ou dans le stress, vous avez des temps de sommeil très courts, des gens qui dorment 3, 4, 5 heures par nuit, c'est insuffisant. Et là, il y a d'autres conséquences. Les conséquences métaboliques, notamment avec des anomalies de la régulation des glucides et donc plus de diabète. Vous allez avoir aussi des baisses des défenses immunitaires avec tout ce que ça peut vouloir dire. C'est-à-dire une plus grande sensibilité aux infections, une plus grande sensibilité à des maladies, notamment comme des cancers. Donc là, c'est vraiment des conséquences importantes quand il y a une réelle privation de sommeil. Il y a quelque chose, parfois de curieux, parce qu'il y a certaines personnes qui disent n'avoir besoin que très peu de sommeil, 4-5 heures. D'ailleurs, il y en a beaucoup parmi les médecins, hein, donc on fait beaucoup de gardes. Et il y en a d'autres qui disent avoir besoin de 7 à 8 heures. Est-ce que les gens sont vraiment différents ou est-ce que ça s'apprend de moins dormir ou de plus dormir Non, il y a vraiment une dimension génétique. Ça a été mis en évidence avec toutes les études génétiques qui ont été faites autour du sommeil, qui font qu'il y a des courts dormeurs et des longs dormeurs génétiquement déterminés. Vous avez aussi des gens du matin, des gens du soir, là aussi génétiquement déterminés. Mais on ne devient pas court dormeur, on l'est. C'est-à-dire que quelqu'un qui se met en privation de sommeil, il va avoir tous les risques dont on a parlé, alors que quelqu'un qui est biologiquement prévu pour avoir besoin de peu de sommeil, finalement, il fonctionne bien comme ça. Est-ce que c'est le stress qui induit la perte de sommeil ou est-ce que c'est la perte de sommeil qui induit le stress? Eh bien, c'est les deux. Il y a ces relations un petit peu dans les deux sens avec le sommeil et la composante psychologique, voire psychiatrique. Hein. Vous avez notamment des liens avec le stress, mais aussi avec la dépression. Et quelqu'un qui dort pas assez va être beaucoup plus fragilisé, comme le disait le docteur Dubois, et va être plus à risque de décompenser sur un mode anxieux ou sur un mode dépressif. Mais quand on est déprimé, on va aussi avoir un sommeil qui va se détériorer d'une manière importante. Et dans le stress, quand vous êtes dans une période de grand stress, nécessairement le sommeil va se raccourcir et se fractionner. Et ça vous permet aussi de répondre à ce qu'il faut traiter comme information dans cette période de stress. Mais si cette période se continue, là pour le coup, vous allez avoir ces conséquences psychologiques dont je parlais qui vont à leur tour retentir sur votre sommeil. Donc c'est toute une boucle en fait qui se crée. Un cercle vicieux. Un cercle vicieux. Docteur Dubois, parmi vos patients, vous avez plutôt des personnes âgées, des jeunes. C'est quoi la typologie et a-t-on un meilleur sommeil plus on vieillit ou c'est le contraire? Enfin, c'est plutôt le contraire. Hein. C'est moins bon sommeil plus on vieillit. Une femme sur 3 de plus de 70 ans consomme des hypnotiques. Hein. Donc c'est quand même un chiffre très élevé qui montre que malheureusement, avec l'âge, le sommeil se détériore plus tôt. Nous, on a quand même alors, on n'a pas que des troubles du sommeil qui viennent en cure thermale. On a des anxieux, on a des burn-out, des gens épuisés également. Mais pratiquement tous ont des troubles du sommeil d'une manière ou d'une autre, car le sommeil est très, très intriqué dans ces affaires. Alors, c'est vrai que notre moyenne d'âge ici, elle est relativement jeune par rapport à la profession thermale, puisque nous sommes en moyenne d'âge à 56 ans. Vous voyez, c'est plutôt de sexe féminin. Pour 3/4 à peu près des personnes sont de sexe féminin. Et nous recevons 4500 curistes par année qui viennent pour des troubles de santé mentale. Voilà, je voudrais me permettre de revenir sur un point quand même sur lequel j'avais vraiment envie d'intervenir. Rapidement, docteur, rapidement, parce que l'émission ne va pas tarder à arriver à sa fin. Juste sur la question du sevrage. Ce qui se passe souvent dans la question du sevrage, c'est que les personnes ont l'appréhension d'arrêter un traitement parce qu'ils ont le souvenir que quand ils ne l'avaient pas, ils étaient mal. Et donc, ils ne veulent pas arrêter, bien souvent parce qu'ils ont peur d'arrêter un traitement qui leur a fait du bien à un moment donné. Et donc, c'est toute la difficulté de les rassurer, de leur permettre, si vous voulez, de se situer dans un contexte qui finalement les protège et les rassure, parce que bien souvent, ils prennent leurs médicaments de manière un peu automatique depuis quelques mois, voire années, et ils ont beaucoup d'appréhension. Et donc, c'est l'intérêt aussi
de trouver des stratégies de proximité. L'idée, c'était simplement de dire qu'il fallait absolument aussi leur permettre, quand ils étaient en échec, d'être dans un environnement, dans un contexte qui les aide à assurer ce sevrage complètement. Chez nous, à Saujon, dans le cadre des cures, on a eu, dans une étude sur 70 patients, 41% des patients qui ont arrêté sur les 6 mois qui ont suivi la prise en charge en cure thermale. Je pense quand même que faire de l'exercice, c'est bon pour les insomniaques. Alors justement, dans l'arrêt des somnifères, on va mettre en place toute une série de stratégies qui vont modifier les habitudes de sommeil de la personne, mais on va leur demander aussi de reprendre une activité physique parce qu'effectivement, c'est très structurant à la fois au niveau des rythmes de veille-sommeil et c'est aussi à la fois antidépresseur et anti-angoisse. Donc c'est extrêmement intéressant de refaire un petit peu d'exercice, mais c'est pas, quand on demande aux gens de refaire un exercice régulier, c'est pas 1 ou 2 fois par semaine, c'est tous les jours un petit peu. C'est-à-dire 20 minutes d'activité physique tous les jours va vraiment avoir un effet extrêmement positif et régulateur du sommeil. Et si possible en extérieur, pour avoir la lumière peut-être Alors, du jour. le deuxième élément, ça va être de jouer avec la lumière et de réapprendre, disons, à s'exposer à la lumière. Alors, ce n'est pas nécessairement devant une lampe de luminothérapie. Ça peut être tout simplement de sortir dehors, notamment en hiver, plutôt entre 11h et 13h, que, évidemment, le matin ou le soir où il fait encore nuit. Donc, sinon, l'influence des écrans, le docteur, pour les jeunes, enfin les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, parce que quand on pianote effectivement le soir sur son écran avant de dormir, je pense que c'est fortement déconseillé. Alors ça, maintenant, on connaît bien le rôle des écrans le soir, qui sont effectivement, d'une certaine manière, parce qu'ils sont très proches des yeux, un petit peu comme si vous apportiez de la lumière naturelle devant les yeux. Donc vous trompez votre cerveau en lui disant il fait encore jour. Donc lui, le cerveau, il va interpréter ça comme c'est pas la peine que je lance les systèmes de sommeil. Et il y a vraiment des retards à l'endormissement ou des éveils dans la nuit qui vont apparaître liés à ces habitudes, ces nouvelles habitudes, disons. Alors c'est particulièrement vrai chez les jeunes parce que les jeunes sont beaucoup plus sur les écrans, mais c'est aussi vrai chez les gens âgés, où là, ça pose moins de problèmes parce que les gens âgés, en fait, ont plutôt une avance de phase, c'est-à-dire que biologiquement, ils vont plutôt avoir tendance à s'endormir plus tôt en vieillissant et en se réveillant plus tôt. Donc, vivent les écrans chez les personnes âgées parce que ça leur permet de se recaler un petit peu plus tard, alors que les adolescents, eux, sont très, très sensibles à la lumière du soir, enfin, à la lumière le soir, et du coup, eux, ça va aggraver leurs problèmes. Donc on n'est pas exactement dans la même situation si on est jeune ou si on est vieux. Je vous remercie, docteur. Merci beaucoup. Et Merci. donc, merci aussi à vous, docteur Dubois. Merci bien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Santé Plus.